merci au public d'être présent. Alors on se réunit pour écouter deux auteurs, Emmanuel de Rênal avec son dernier ouvrage sur l'écho d'avant et Serge Tally sur aussi son dernier ouvrage, Les guerriers du temps. Alors vous voyez bien que la notion de temps est présente dans les deux livres. Et j'avais envie d'intituler cette conférence « Quand le passé éclaire le présent ». Ou le futur, d'ailleurs. Plutôt le futur. Et donc, vous voyez que la notion du temps et du passé est présente. Et avant de commencer la conférence, je vais vous faire travailler, cher public, parce que vous n'êtes pas là que pour écouter, mais vous êtes là pour participer. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du passé ? Est-ce que vous pensez que le passé nous construit ou nous enferme ? La parole à la salle. Le passé, qu'est-ce que vous pensez du passé ? Est-ce qu'il nous construit ? Est-ce qu'il nous enferme ? Est-ce qu'il prédit de l'avenir ? Moi, je crois que le passé nous construit. Tout au moins, on doit se nourrir du passé pour construire notre avenir. En fait, c'est ainsi que je pose la problématique. Le passé est indispensable. De toute façon, on ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas l'oublier. Il est là, il est présent. Donc, il faut faire avec. Mais il faut faire avec dans le sens d'une construction. Construction de soi et construction des autres et construction de la société. Je ne souhaite pas que le passé, que l'on passe son temps à regarder dans le rétroviseur du passé. Non. Le passé doit nous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Très bien. Un autre partage ? C'est-à-dire, me concernant, le passé n'existe pas. De toute façon, passé, présent, futur, c'est une construction de Saint-Augustin. Excusez-moi. Ce qui est important, déjà le passé, faire savoir, découvrir les vérités de ce passé, parce qu'on utilise souvent le passé, dans ce que certains appellent l'histoire, pour manipuler le présent, au sens de Saint-Augustin. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut construire à partir de la connaissance que l'on a de notre passé, mais de la connaissance la plus proche que possible de la vérité. Partons de là, parce qu'on n'existe qu'au présent. Ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on a connu, on construit. L'important, c'est de construire, pas de détruire. Mm-hmm. Très bien. Une autre réaction ? En sachant que c'est passé, présent, futur. Moi, je dirais simplement que les deux vont de pair. Il faut travailler sur le futur. Il faut travailler également en regardant le passé. Pour ma part, je me suis rendue au Bénin. J'ai voulu comprendre d'où je venais. Et ça a été un voyage mémorable. Je me suis rendue sur les traces de mes ancêtres. Et c'était important aussi pour moi d'aller ailleurs au lieu de rester focalisé sur la Martinique. Donc, le présent est important, le futur aussi, mais avoir toujours aussi dans le rétroviseur un petit coup d'œil dans le passé. Merci pour ces réactions. J'ai envie de demander à nos auteurs qu'est-ce qu'ils en pensent, en sachant que leur livre, certes, parle du passé, surtout du présent et surtout du futur aussi. Donc la notion du temps qui traverse les deux ouvrages. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de vos ouvrages respectifs, quelles sont vos réactions par rapport à ces questions ? Oui, alors, je ne sais pas si... Bon, le micro de ma... Oui. Bouddha disait qu'il y a deux temps qui n'existent pas, le passé et le futur, que le seul temps qui existe, c'est le présent. Et donc, c'est le temps qui nous est disponible. Néanmoins, le passé est une matière d'exploration et il faut s'y intéresser, mais non pas s'y perdre et considérer qu'il dicte ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut vraiment l'observer. Et moi, je dirais que dans le passé, il faut y chercher peut-être une boussole, c'est-à-dire des points de repère pour bien conduire notre vie d'aujourd'hui. Serge ?
Juste pour préciser que Les Guerriers du Temps, c'est pas mon dernier livre, c'est l'avant-dernier, mais bon. Sauf que je peux préciser que parmi tous ceux que j'ai faits, j'en ai 3 qui ont une filiation tout à fait normale. Le premier qui est Timilat, qui retrace l'origine de ce terme Timilat et qui est dans le passé, c'est le passé de ma famille, qui ressemble énormément, en tout cas plein de gens me l'ont fait remarquer, à toutes les familles martiniquaises, quelles que soient les origines, je dis bien quelles que soient les origines. Le dernier que j'ai eu à faire, qui s'appelle simplement Martiniquais, qui m'a foutillé ça, serait le présent, puisque ce sont des portraits de Martiniquais par choix, qui ont fait le choix de l'identité, parce que j'estime que l'identité n'est pas liée au lieu de naissance. Ça n'a plus de sens en 2026. C'est mon opinion. Et donc, dans le passé, des gens qui ont choisi d'être martiniquais. Et le livre dont parlait Claire Richer, qui est Les Guerriers du Temps, c'est le futur, puisque c'est un livre qui se déroule en 2129. Mais il y a une filiation tout à fait normale entre les 3, qui est ce qui me tient le plus à cœur, qui est le métissage. Parce que le métissage, c'est la base même de la société martiniquaise et que toute autre, et là je me fais un petit peu ayatollah, toute autre opinion me semble une opinion volontairement déformée. Voilà. Mais je pourrais expliciter, parce que comme j'écris, je ne sais plus dans lequel des livres, parce que je ne retiens pas tout, faut-il avoir honte de toutes mes origines? Est-ce que j'aurais honte de toutes mes origines? J'ai dû l'écrire, je ne sais plus à quelle page, peu importe. Ça doit être à la page 27. Vous voyez, je retiens les pages, mais pas les citations. Faudrait-il avoir honte d'être des multiples descendants? Je dis bien des multiples descendants. D'être des créoles, d'être des enfants du monde? Faudrait-il pour exister que je dois, pour m'affirmer, que je dois rejeter mon universalisme? C'est ça qui est important pour moi. Mon métissage, mon panachage, j'utilise volontairement ce terme parce qu'il avait bien plu quand j'avais fait Timilat, notamment à Daniel Marceline. Et notre richesse, que j'estime être une richesse exponentielle. Et donc, moi, j'ai de multiples... J'ai fait, à l'instigation d'Emmanuel de Rênal, des tests ADN. J'ai 13 origines différentes. Alors, est-ce que j'aurais honte de mes ancêtres qui viennent de Scandinavie? Est-ce que j'aurais honte de mes ancêtres qui viennent d'Italie pour pouvoir glorifier ceux qui viennent du Nigeria ou du Sénégal? Non, j'ai des ancêtres et mon passé explique mon présent et j'espère que je pourrai préparer un futur pour mes descendants. Tiens, je n'avais jamais utilisé le terme mes descendants. Voilà. Vous voyez que cette question d'introduction n'est pas anodine. Effectivement, le temps traverse les romans, traverse en tout cas les préoccupations des auteurs qui nous rassemblent aujourd'hui. Alors Emmanuel de Rênal, qu'on ne présente plus, qui est connu de la place, un homme publicitaire, chef d'entreprise, mais aussi auteur de 11 romans. Je crois que L'Écho d'avant, c'est le 11e. Emmanuel, c'est bien ça? Très prolifique. Sans dévoiler l'intrigue au lecteur, quel voyage proposez-vous au lecteur? Alors, avant de nous répondre, je voulais faire une petite remarque, puisque c'est étrange ce qui se passe entre Serge et moi. Il y a une espèce de chemin parallèle qui se perd depuis nos premiers livres. Mais effectivement, sur ces 2 livres-là que je cite... Et on se retrouve sur ces 2 livres-là. C'est très similaire, en fait. Absolument. Depuis 2020. Mais ça a commencé avec Timilat chez Serge et avec Ubuntu chez moi. Et quand Serge, je ne connaissais pas Serge. À ce moment-là, quand il a sorti son livre, je l'ai appelé, je lui ai dit, nous avons écrit le même livre. C'était assez étrange, à tel point que tous les 2, nous sommes allés dans une école au Marin pour présenter nos livres. Et on ne sait plus lequel des 2 on présentait. On présentait vraiment un principe. Et moi, j'ai trouvé ce moment assez fort. Et puis, bim, le hasard fait qu'il sort Les Guerriers du Temps quand moi, je sors L'Écho d'avant. L'Écho d'avant, tout à fait. Et là, on est dans on projette nos pensées sur le futur. Alors, le futur de Serge, c'est un futur plutôt positif. Le mien est plutôt dystopique, puisque le principe de L'Écho d'avant, alors ça se passe dans un futur proche,
Je ne saurais pas dater précisément, mais c'est dans les 10 prochaines années, c'est pas très loin. Et c'est dans un temps où la démocratie n'existe plus, où les principes qui nous gouvernent aujourd'hui sont abolis parce que les données, les datas ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, on commence à le voir aujourd'hui dans le quotidien. Et donc, nous sommes dans un monde qui s'appelle le dataïsme, qui est le principe de gouvernance des individus. Petite parenthèse, en Albanie, à l'heure où je vous parle, le ministre des Achats publics, c'est une IA. Ça vous fait réfléchir au monde dans lequel nous précipitons en ce moment même. Donc, c'est pas un futur éloigné. On y est, en fait. Et donc, dans ce monde de dataïsme, nous avons tous des instruments d'hyperconnexion. On a des lunettes connectées qui nous font voir le monde et qui amplifient le monde de manière formidablement impressionnante. On a bien évidemment nos smartphones, on a nos montres connectées, on ne se déplace plus qu'avec nos GPS. Bref, on a installé entre nous et notre environnement une série de filtres qui finalement nous empêchent, et ça c'est la question que je pose dans ce livre, nous empêchent peut-être de voir le monde dans sa brutalité simple, dans son essentialité naturelle, puisqu'on a besoin de le réinterpréter pour l'apercevoir. Et donc c'est cette symbolique que j'ai voulu traiter en instituant un dialogue entre deux générations. La génération d'avant les écrans, donc c'est incarné par un vieux monsieur qui s'appelle le Gardien, qui a 103 ans, qui est arrivé jusqu'à ce jour sans jamais se laisser connecter par aucun instrument. Donc il est librement relié au monde. Et puis, à ses émotions, parce que les émotions sont très présentes en fait dans le monde ancien. Absolument. Ou actuel. Et puis un dialogue avec une jeune fille qui s'appelle Naomi, qui, elle, en revanche, elle est ultra connectée, elle a toutes les lunettes connectées qu'il faut, et donc, elle est née dans ce monde, elle ne connaît que ça, en fait. Elle ne connaît que ça. Et la première rencontre entre ces deux personnages, qui est une rencontre improbable, encore une deuxième rencontre improbable, un dialogue improbable. Avec Emmanuel. Voilà, et donc, où ils doivent dialoguer, et le vieux monsieur lui fait lire des carnets anciens qui retracent son enfance. Donc ça nous replonge dans une Martinique des années 70-80, avec des épisodes assez simples, mais que je pense nous avons tous connus, enfin ceux qui ont en tout cas mon âge, pour nous rappeler à quel point finalement nous étions dans l'intensité de l'instant, puisque nous n'avions pas ces filtres qui venaient voiler nos rapports au monde. Et la première rencontre, ce qui est l'aspect symbolique de la rencontre, le Gardien lui dit, si vous voulez lire mes carnets, commencez par enlever vos lunettes. Ce qu'elle fait, mais en hésitant beaucoup, parce que dans ce monde-là, dans le monde de demain, enlever ses lunettes, c'est presque se risquer à une petite mort. C'est se débrancher du système. Alors, vous, Emmanuel, c'est les datas, c'est les données. Et vous, Serge, c'est l'environnement qui vous préoccupe. Pas que. Il y a également des données dans mon monde du futur, puisque moi, c'est précis, c'est en 2129. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce chiffre qui m'est venu. Et comme a dit Emmanuel, dans Les Guerriers du Temps, les personnages principaux vivent dans un monde merveilleux. Ce qui ne ressemble pas du tout à la science-fiction, puisqu'il a dit c'est un monde dystopique, et bien le mien, non, c'est complètement utopique, et j'assume. Et ce monde, c'est la Caraïbe. Et la Caraïbe qui vit dans un monde formidable, mais qui vit sous un dôme. Donc, on est dans la science-fiction, donc on est dans la vraie science-fiction, qui vit dans un dôme, et autour de ce dôme, il y a le monde extérieur, et c'est le monde d'Emmanuel multiplié par 10. C'est une mer de Sargasse de 50 000 km², c'est des villes dévastées, toutes les villes ressemblent à Beyrouth et tout, et puis des îlots de technologie pour essayer d'attaquer la Caraïbe. Et le monde entier, les États-Unis, la France, l'Europe, la Chine et tout, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est comprendre comment les Caribéens font pour vivre dans le bonheur. Et ils veulent avoir ce secret. Et le secret, c'est qu'ils ont pu créer, ne me demandez pas comment ils ont pu créer des guerriers du temps qui ont cette faculté qui a toujours obnubilé l'être humain de remonter dans le passé
eh bien, ils remontent dans le passé et ils font la chose que j'ai toujours rêvé de faire depuis que je suis gamin, c'est changer l'histoire. Ainsi, par exemple, à Grand-Anse-au-Lorrain, quand les Français viennent pour planter leur croix et pour piéger les Caraïbes qui habitent Grand-Anse-Lorrain, eh ben, les guerriers du temps arrivent et empêchent le massacre des Kalinago. Voilà, c'est ainsi. Quand en République Dominicaine, enfin, à Hispaniola, à l'époque, les Espagnols s'apprêtent en 1500 quelque chose à tuer Anacaona et ses hommes, eh bien, les guerriers du temps arrivent et empêchent l'assassinat de la reine Anacaona. Ainsi. Et donc, il y a des modifications de l'histoire qui font eh bien, que ceux qui restent, eh bien, ils vivent en harmonie. Ils vivent tout à fait en harmonie et c'est une région où on a pu progresser. Et là, Richard a raison, eh bien, l'écologie est importante. L'amour est important, mais l'amour de l'autre sans distinction d'origine, parce que, contrairement à ce que certains historiens racontent, il y a des historiens sérieux quand même, il y a des historiens sérieux. Non, parce que j'ai eu l'impression que vous parliez de l'histoire comme quelque chose de bizarre et d'inventé. Non, mais il y a des gens très sérieux. Mais contrairement à ce que certains ont raconté, en 1635, quand les Français arrivent en Martinique, il y a une population métissée. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont d'origine africaine, qui sont déjà sur place. Vous allez me dire comment? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu des naufrages de bateaux et que les gentils Caraïbes, s'ils étaient gentils au départ, ont accueilli les rescapés de ces naufrages qui ont eu lieu pour certains du côté de Saint-Pierre, un autre au Prêcheur et un autre du côté du Lorrain. Et ils ont récupéré des Européens qui étaient sur ces bateaux, puisque c'était le trafic d'esclaves vers le Brésil et l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Et bon, c'est des choses qu'on peut vérifier. Hein. Je n'ai rien inventé. Hein. Même si c'est un roman, cette partie-là n'est pas inventée. Donc, on a une société qui est déjà métissée. Et je n'ai aucune raison de ne pas penser qu'à Hispaniola, qu'à Saint Kitts ou ailleurs, que ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est cette société métissée qui me semble être l'espoir du monde. L'espoir du monde. Et toutes les sociétés qui vont se refermer, qui sont, on va utiliser le terme nationaliste, c'est ça? On va être nationaliste, on va se refermer parce que je suis un petit peu plus blanc que toi, je suis un petit peu moins noir que toi, mes ancêtres étaient plus africains que blancs, donc je vais rejeter les blancs parce que tous les blancs étaient super méchants, ils ont violé toutes les gentilles africaines parce que toutes les africaines c'était des princesses et c'est, excusez-moi, ces salopards de blancs toutes violées. Non, c'est de la plaisanterie, ce genre d'histoire. Se raconter ces choses. Ou c'est des gens très intelligents qui savent que ce n'est pas vrai, ou ce sont des manipulateurs de l'histoire, et là, nous sommes d'accord. Mais mon monde à moi, c'est pas ça. Mon monde, c'est que j'aime les gens comme ça, et ça se traduit dans mes livres. J'aime les gens parce que j'aime les gens. Je connaissais pas Emmanuel de Rênal, et ben j'aime Emmanuel de Rênal. Ah, c'est un béquet. Moi, ça alors, c'est un béquet. C'est foutu. Mais je l'aime quand même. Ah, celle-là, c'est une mulâtresse. Oh purée, qu'est-ce que j'ai pas de chance. Je tombe que sur des gens bizarres. Mais j'en ai d'autres comme ça. Et comme j'aimais à dire, ça m'arrivait d'aller manger chez des copains à Volga-Plage ou à Trinel, mais ça m'arrivait d'aller à la résidence préfectorale aussi. Et toute ma vie a été... Tu es d'accord avec moi, Guy? Ça a été comme ça, notre vie. Eh bien, je suis comme ça. Et dans mes livres, maintenant que j'ai rien à faire, puisque je suis à la retraite, eh bien, je traduis ça dans mes livres. Et quand j'écris Les guerriers du temps, je me dis, purée, si c'était possible que ce soit vrai. Et quand j'écris simplement martiniquais et que je vois qu'il y a des gens... André, ça fait 55 ans qu'André... Excuse-moi, André Talman est en Martinique. Et puis on va venir me dire qu'il n'est pas martiniquais parce qu'il n'est pas né au Bénin ou au Sénégal ou en Nigeria. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on se mette à s'aimer et à se dire quel futur on veut offrir au monde. Est-ce que c'est un futur Netanyahu, Trump, Macron ou je ne sais pas qui, ou chinois, Xiaoping, je ne sais pas, je ne connais même pas les noms, ou est-ce que c'est un futur des êtres humains qui s'aiment entre eux, qui veulent développer la Terre de façon harmonieuse et heureuse? C'est un beau plaidoirie pour... Et là, j'ai appris avec Emmanuel de Rênal, tout ce que j'ai dit, c'est dans mes livres. Un beau plaidoyer pour l'avenir et pour la confiance. Alors, il y a eu plusieurs choses, hein, Serge, de ce que vous avez dit, mais j'ai envie d'en retenir deux. Et Emmanuel, là encore, je vois un pont entre vous deux.
utiliser le futur pour refaire l'histoire. Il y a un terme scientifique pour ça que tu connais, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler. Comment on refait l'histoire Oui, alors ça s'appelle en une imaginant. Uchronie. Une uchronie. Une Voilà. uchronie où on part d'un fait d'histoire qui n'a pas forcément eu lieu, et qui puis est on- différent, ouais. et ça détermine une trajectoire C'est ça. nouvelle. C'est l'Uchronie. Voilà. Et sans dévoiler, c'est des choses qui t'habitent et qui Oui. te font réfléchir. Absolument, puisque c'est l'objet de mon prochain livre. Absolument. Je n'allais pas le dire, je le laisse le dire. C'est À dit. faire, à suivre. Et ça va être un autre pont qui vous ben relie oui, à oui, nouveau. je pense. Voilà. Enfin, moi, je vais l'abandonner. Je vais faire Alors, autre chose. l'autre chose que je souligne, c'est ton amour, Serge, pour la Caraïbe. Effectivement, ton livre est vraiment centré sur la Caraïbe. Je dirais la différence de toi, Emmanuel, où j'ai pas ressenti d'attachement géographique, si je me trompe, sur l'écho d'avant. Quelle est la place de la Caraïbe pour toi dans cette... Alors, les Codes d'avant, en effet, je l'ai écrit avec deux volontés. La première, c'est quand même d'ancrer l'histoire des carnets dans la Martinique, parce que toutes les histoires qui se passent, il y a 17 carnets de mémoire, je crois 17 ou 18, je ne sais plus, ça se déroule dans une Martinique identifiée, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais j'ai voulu quand même faire une écriture qui se veuille un peu universelle, malgré tout. J'ai pas C'est ça. voulu J'ai plus ressenti rester enfermé l'universalité. dans la géographie. Mais dès qu'on parle de carnet du passé, forcément, moi, je puise là où j'ai un peu de connaissances, c'est-à-dire dans ma propre mémoire. Donc, ce sont mes souvenirs d'enfance qui se sont déroulés ici. Et donc, toutes ces sensations, tous ces sentiments qu'on retrouve dans ce livre, finalement, c'est une restitution de mon vécu. Et donc, on ressent l'incarnation. Mais effectivement, j'ai essayé de gommer des aspérités qui pouvaient trop nous enfermer. Parce que, aussi, comme le dit si bien Serge, c'est important d'avoir des racines, mais il ne faut pas que ces racines nous emprisonnent. Il faut toujours choisir, comme disait Césaire, le plus large au plus étroit. Enfin, il faut, et donc, c'est un peu le chemin de l'écho d'avant. Ça veut dire que vos romans auraient pu exister ailleurs. Oui, absolument. En tout cas, les Ouais. tiens un peu moins, Serge. Si, peut-être, oui, je sais pas, je peux pas répondre. Mais c'est vrai que la Caraïbe, j'y tiens absolument, parce que la Caraïbe, c'est comme nous. C'est du métissage de musique, c'est du métissage. Par exemple, Cuba, il y a un groupe de musique cubain qui s'appelle Los Van Van, que tout le monde doit connaître. Ils ont un titre qui s'appelle Somos Cubanos, et où ils expliquent comment les Cubains, c'est des gens qui sont venus d'Afrique et qui sont venus d'Europe, et puis qui se sont mélangés et qui ont fait des Cubains. J'ai dit, mais Monsieur Formel, le chef d'orchestre qui a écrit ça, bon, eh ben, quand je dis je suis simplement martiniquais, je dis, même s'il y a 10 000 km² à Cuba, nous, on a 1100, mais je dis exactement la même chose. Et je pense qu'à Trinidad, ils doivent dire la même chose, en Jamaïque. Et tous ces endroits-là, ils ont une musique métissée, ils ont une cuisine métissée, ils ont un mode de vie métissé et tout. Et puis, donc, il ne faut pas qu'on focalise sur autre chose. Il faut qu'on vive en tant qu'être humain, et puis c'est beaucoup plus simple. Oui, d'ailleurs, c'est Édouard Glissant qui parlait bien de cette ouverture et de ce mélange qui préfigure finalement l'humanité de demain. Et il disait très clairement que la Martinique, la Caraïbe, préfigure ce qu'est l'humanité générale de demain. Donc, quand Serge parle de la Caraïbe, je pense qu'il y a une dimension universelle de ce simple fait-là, en fait. On a trois on les met au-dessus des autres. Glissant, Fanon et Césaire. Et les trois disent la même chose. Alors, on essaie de dire celui-là contre celui-là. Glissant n'aime pas Césaire, qui n'aime pas... Glissant, il parle de l'identité comme une relation. Il parle de fameux rhizome, etc. Je ne suis pas philosophe, donc je ne vais pas philosopher. Mais il parle comme d'une relation, ce n'est pas une essence. Fanon, lui, il parle de l'identité, de refuser l'identité imposée par le colon et de la nécessité de se construire soi-même avec ses ancêtres communs. Et Césaire, qu'est-ce qu'il dit? Il balance Césaire. D'un côté, il affirme la négritude, et puis de l'autre côté, il veut dépasser dans un humanisme universel. C'est bien Césaire qui a dit un truc, je ne suis pas un homme noir, je suis un homme. Donc je me dis, moi, Serge Tali, tout petit, avec ma boue du gourmand entre les orteils, je me dis, si ces trois... Oui, tu peux regarder. Si ces trois gars-là disent qu'on est l'universel,
Ben moi, je dis oui, monsieur Glissant, oui, monsieur Césaire, oui, monsieur Fanon, je vous suis, nous sommes l'universalité. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai envie de vous demander aussi, pourquoi avez-vous écrit ces livres? Est-ce que c'est... enfin, moi, j'ai ressenti comme étant un cri d'alerte, une prise de conscience, dénoncer une menace. Est-ce exact ou qu'est-ce qui vous a animé pour écrire ces deux ouvrages? Alors pour moi, oui, je l'ai écrit un peu comme un cri d'alerte parce que je suis très inquiet de la trajectoire que l'on prend du fait de l'abus d'écran dans nos vies. Alors c'est sûr que c'est un sujet dont on entend parler depuis quelque temps, mais ça n'est pas un sujet superficiel, c'est un sujet profond. Et moi, j'ai l'intime conviction que si on s'abandonne trop, et moi je suis le premier parce que je suis addict aux écrans, si on s'abandonne trop à ces instruments, on risque de perdre une partie de soi. Alors, il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant et puis de rejeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas considérer qu'il n'y a pas de progrès, parce que depuis que ces nouvelles technologies existent, la santé va mieux, l'information circule plus vite, les distractions sont plus agréables. Enfin, il y a plein de bénéfices qui sont réels, mais la question profonde que moi je veux poser, c'est pour atteindre ce nouveau confort que nous apportent ces technologies, est-ce que nous ne sommes pas en train de payer le prix fort qui est d'abandonner des parcelles de notre essence humaine? Et ça, il faut le mesurer. Il faut le mesurer, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce dialogue distancié de 30 ans entre deux mondes très différents, parce que je me rends compte qu'il y a des aspects, alors là pour le coup je ne veux pas trop juger, mais il y a des aspects d'avant les écrans où finalement nous n'avions pas d'autres instruments que nos propres sens, notre oreille, notre œil, notre toucher, notre sensibilité pour apprécier notre environnement, apprécier la relation des gens, apprécier et se construire et évoluer dans notre environnement. Et cette connexion naturelle de nos sens au monde développait des sensibilités qui, à mon sens, sont en train de disparaître aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus besoin de nos sens pour comprendre le monde, puisqu'on le fait à travers des écrans qui amplifient et donc qui, d'une certaine manière, abolissent notre capacité d'imagination, puisqu'on sous-traite à des instruments tout ça. Donc, moi, je veux bien qu'on prenne la mesure de ce qu'on est en train de perdre, et ça va dans des choses très simples qui paraissent anodines. Mais, par exemple, aujourd'hui, demander à un enfant de s'ennuyer, ça devient totalement impossible. L'ennui devient un vide à combler, alors que l'ennui, avant les écrans, c'était un espace nécessaire, parce que c'est dans l'ennui que finalement on régénérait sa capacité d'innovation. C'est peut-être pas le bon terme, l'ennui d'ailleurs. Oui, c'est peut-être un temps de réflexion, un temps à soi. Oui, on peut le voir comme ça, mais l'ennui... Alors j'utilise volontairement ce terme un peu choquant pour montrer qu'on ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus attendre. On ne sait plus ne rien faire. On ne sait plus de rien faire, on ne sait plus attendre. Vous attendez, si vous n'avez pas votre smartphone, pour combler cette espèce de vide, parce que là, on est en panique. Donc, on a besoin de nos béquilles pour affronter ces moments de silence. On ne sait plus rester 3 quarts d'heure à table. On a besoin de sortir une fois qu'on a avalé la nez à boucher, alors qu'à l'époque, le temps de table, c'était pas simplement un temps de nourriture, c'était un temps de partage. On ne sait plus lire un livre en 1 heure d'affilée. On fractionne nos lectures par 10 minutes parce qu'on est appelé par nos... Vous voyez, c'est tous ces moments-là qui me font dire peut-être que nous sommes en train de nous dénaturer et de nous affaiblir parce qu'on a sous-traité aux écrans et à tous les produits dérivés des aspects que notre intelligence première comblait à l'époque. Serge, cri d'alerte, menace. Pas tout à fait, parce que je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit, mais moi, je suis dans l'utopie. Je suis dans l'utopie et je me dis, l'être humain a réglé ça dans la Caraïbe. Dans ma Caraïbe du 22e siècle, c'est-à-dire que donc c'est plutôt un cri d'espoir plutôt qu'un cri d'alerte. Oui, tout à fait. Parce que la machine, je mets des guillemets, la machine a été domptée. Il y a une intelligence artificielle qui gère le dôme qui s'appelle Arawak. Ouais, c'est facile. Oui, c'est plus facile. Mais cette intelligence artificielle est au service des hommes. Les premiers romans de science-fiction, je pense notamment à
à robots de Isaac Asimov, il y avait des règles qu'on devait, il y avait 3 règles, je crois, je ne sais plus, qu'on devait insuffler au robot. Il ne devait pas aller contre les êtres humains. C'est l'un des premiers que j'ai lu, ça devait être, il a dû publier ça en 1954 ou 55, donc je suis né là-dedans, donc ça explique un peu pourquoi j'ai écrit un roman de science-fiction à mon âge. Et je crois que l'homme dans ma Caraïbe a apprivoisé les nouvelles technologies qui font peur à Emmanuel, et ces technologies sont au service de l'être humain, parce que ce qui est important dans ma société, je le dis, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le respect des ancêtres, c'est de tous les ancêtres, je précise, de tous les ancêtres, c'est le respect de la nature, c'est le respect de la mer, de tout, des animaux et tout, c'est la base du respect. Et donc, on a appris aux appareils à respecter l'être humain. Voilà, c'est une profonde utopie, je m'incline, je sais, mais c'est comme ça. Alors, on est dans le monde futur, un monde qui est régi par les data, les écrans, un monde où des choses qui n'existent pas aujourd'hui existent. On est ici dans un salon de la littérature. Quelle place pour le livre demain dans vos mondes ? La place, alors c'est une place essentielle qu'il faut défendre. Moi, je suis inquiet aussi pour l'avenir de la littérature. Pour tout vous dire, je pense que quand on observe les temps de lecture déjà des individus, on voit ce temps de lecture se réduire chaque année un peu plus, et donc la capacité de lire un texte long s'affaiblit de manière assez inquiétante. Ça, c'est un premier point. Et on le voit dans tous les domaines. Hein. La longueur des articles de presse a été divisée par 2 en 20 ans. Le rythme des films a été multiplié par 2 parce qu'il fallait plus vite, donc les plans sont plus rapides. On est passé des grands films aux séries. Enfin, on voit bien qu'il y a une contraction. Il y a une contraction de tous ces éléments. Et le livre en fait partie. Et lire un livre long, ça demande un effort qui est plus important aujourd'hui que ça n'était il y a 20 ans. Donc je pense qu'il faut résister. Il y a un acte de résistance. La lecture, pour moi, est un bastion qui justifie qu'on se mobilise pour résister à cet appauvrissement. Ça n'est pas facile. Ça demande aux auteurs d'être encore plus créatifs, plus inventifs, pour donner envie, pour créer de l'appétit de lecture. Mais c'est un combat important. Et puis, le deuxième risque que je vois, mais ça, on va rentrer dans un monde où de plus en plus l'écriture va peut-être se fondre avec une co-conception avec les instruments de l'IA. Alors ça, on y est déjà, probablement. Et demain, le danger, c'est que l'IA, finalement, shoote les écrivains pour produire à leur place, complètement, de manière pratiquement autonome. Et là, ça veut dire que l'imaginaire qui sera offert au peuple vivant sera fourni par une machine. Alors, je suis là encore dans ma dystopie, mais je pense c'est important de s'en inquiéter quand même, parce que nous sommes sur Terre pour un bref passage. On doit s'interroger en permanence sur notre raison d'être sur Terre et sur ce qui justifie notre qualité d'humain. Et si on a déjà abandonné notre physique aux machines par la révolution industrielle, on a déjà abandonné notre capacité sociale par les réseaux dits sociaux à qui on a transféré le soin de nous fabriquer des amis par des likes, etc. C'est quand même assez dangereux. On est en train d'abandonner le dernier bastion qui nous restait, qui est le cognitif, la capacité à raisonner, à inventer, à créer, qu'on transmet à l'IA. Une fois que tout ça est abandonné, que nous reste-t-il ? Alors voilà une vraie question. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire l'écho d'avant, pour dire il faut peut-être trouver dans ce temps d'avant les écrans les points essentiels sur lesquels il faut qu'on s'accroche quand même, parce qu'à un moment donné, il y va de l'avenir de notre humanité. Serge, les livres dans ton monde ? Ben, dans mon monde, je ne sais pas, mais dans le monde actuel, je suis déjà inquiet. 44 000 Martiniquais de 18 à 64 ans sont illettrés. Je répète le chiffre. 44 000 Martiniquais de 18 à 64 ans sont illettrés. Je n'ai pas cherché les plus de 65 ans, nous n'avons pas grande importance. Donc, mais c'est effrayant. Je trouve que c'est un chiffre effrayant, parce que quand on classe un gamin de 18 ans, et quand j'ai fait mes 3 jours à l'époque,
au service militaire. Il y avait déjà des copains de 19 ans, 20 ans, c'était au camp de la Jaille en Guadeloupe. Eh ben, ils étaient déjà illettrés. Après 3 ans sortis de l'école. Et ça, c'est fondamentalement une piste qu'on doit étudier. Enfin, on a un groupe de réflexion. Chaque fois, Bernard, je répète ça à chaque fois, je dis, nous avons un problème dans l'éducation chez nous. C'est pas certainement qu'en Martinique qu'il y a le problème, mais nous l'avons. Donc, si nous avons un problème, c'est à nous de le résoudre, pas aux autres. Bon, je pense que c'est ça la base. On cherche un tas d'autres choses à faire, à laisser des traces dans l'histoire. Moi, je crois ceci. Moi, on me dit, qu'est-ce que tu veux laisser comme traces dans l'histoire? Il dit, permettez-moi de réformer avec d'autres, parce que j'ai pas la science infuse. L'éducation à la Martinique, ce serait déjà un grand pas. Donc, à la limite, je vais dire exprès, mais je fais exprès, l'IA vient prendre une place qui n'existe pas. Il y a un trou. Et la nature a horreur du vide, c'est ça? Bon, eh ben, l'IA prend la place. Mais si tu maîtrises ça, c'est fait par l'IA, la couverture. Ça, c'est fait par l'IA, la couverture. Ça, c'est fait par moi. Comme quoi, je ne suis pas plus mauvais que l'IA. Mais bon, mais l'IA me permet d'aller plus vite. J'ai édité, parce que comme j'écris, je suis à la retraite. Et je ne fais pas de mécanique, je ne fais pas de jardinage, je ne fais pas de bricolage, je ne fais rien. Donc j'ai écrit plein de textes et j'ai voulu les mettre en musique. Et donc, j'ai écrit mes textes. Des jolis textes. J'ai demandé à des copains musiciens, tu veux pas... Bon, après 1 an d'attente, eh ben, j'ai dit à l'IA, est-ce qu'on pourrait pas discuter tous les deux? Eh ben, j'ai sorti un album de musique, le CD. Vous avez de la biguine, y a pas de mazurka, du compas, vous avez de la salsa, vous avez du merengue, vous avez du vidé, vous avez des musiques de la Caraïbe. Il y a du reggae, il y a des musiques de la Caraïbe, en harmonie avec l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne m'a jamais rien imposé. Chaque morceau, c'est 15 essais, au moins. Et les 15 essais sont à la poubelle. Donc moi, je maîtrise toujours. Alors la question d'Emmanuel, c'est est-ce que mes enfants vont maîtriser? C'est ça. Moi, pas ça. Et c'est là qu'intervient l'éducation. Moi, pas ça. Ouais. Merci. Merci. Merci tous les deux. Avant de nous quitter, je voudrais donner la parole à la salle, à notre cher public, pour échanger avec les auteurs. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? On va montrer aussi les ouvrages. Emmanuel, montre tes ouvrages. On va les mettre comme ça. Voilà. Guy Flandrina, au micro. Bonsoir. Alors d'abord, je veux remercier les intervenants, y compris Claire, pour cet enrichissant et apaisant débat dans une Martinique sous tension. Alors, moi, j'aimerais dire que je n'ai pas volontairement répondu à la question qui était initialement posée sur le passé et le présent. Dans la mesure où moi, je me réserve une question pour les intervenants à la fin de mon intervention. Alors, j'ai retenu des interventions de Serge et d'Emmanuel que leur problématique se situe d'abord dans une dynamique du métissage, et qu'ils veulent d'abord et avant tout que la Martinique se retrouve, un peu comme disait Léopold Sédar Senghor, l'avenir du monde est dans le métissage. Et pour ma part, j'aurais une question à leur poser. Quant au nom de l'association Tous Créoles, précisément, pour moi, cette appellation, cette dénomination a quelque chose d'ethnologique. Alors, puisque Serge a notamment beaucoup parlé de... Il y a un terme qui a été employé, il dit que non pas le métissage, il a beaucoup parlé de... Comment on dit déjà? Panachage. Comment? Le panachage. Non, pas de panachage. C'est pas ça. Pas de panachage. Je emploie un terme qui me reviendra. En tout cas, pour ma part, je souhaiterais poser la question, puisque... On va avancer les chaises parce qu'il pleut. Avancez le petit chien. Le petit chien avance. Je ne connais pas son nom. Viens voir maman. Viens voir maman, viens. Et sois gentil. Waouh. Monsieur.
Parce que tu crois que je n'avais pas pensé à ça. Donc on en était au panachage. Oui, oui. Alors, dans l'évolution souhaitée par nos intervenants, la question que je me pose, est-ce que le nom Tous Créoles serait toujours dans sa dynamique d'actualité? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt lui préférer l'appellation de Tous Martiniquais? Non, excuse-moi, Ou tous caraïbéens. je vais pas répondre parce que quand j'ai adhéré à Tous Créoles, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, c'est la première question que j'ai posée. C'est la première question. J'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas appeler ça Tous Martiniquais? Mais on m'a donné une réponse. Bon, puis bon, comme pour moi, les étiquettes n'ont pas franchement d'importance, donc voilà. Oui, bon, Serge a un peu répondu. Quand il s'est agi de baptiser cette association, d'abord, on était parti quand même au départ de la créolisation de Glissant, qui avait du sens pour nous, puisqu'il y avait précisément une dimension universelle et qui sortait du caractère un peu ethno que tu évoques. C'était pas du tout la lecture, puisque dans notre esprit, la créolisation, la créolité, le créole dépassait largement la définition qu'en faisait le dictionnaire de l'époque, à tel point que nous avons proposé d'ailleurs d'adapter cette définition pour englober la réalité que ça représente aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans nos membres fondateurs de l'association, il y avait des Guadeloupéens, il y avait des Guyanais, il y avait des Réunionnais. Et donc, et en effet, au tout début, la voie naturelle, c'était Tous Martiniquais. Mais on ne pouvait pas s'appeler Tous Martiniquais, sinon on se fermait des autres composantes. Et donc, on a estimé, alors, à l'époque, il n'y avait pas du tout la polémique. La polémique est venue bien après, parce que je pense qu'il y a eu une fronde qui s'est soulevée, mais peut-être 4 ou 5 ans après la création de Tous Créoles, pour essayer de décrédibiliser cette association, y compris dans son nom. Mais à l'origine, c'était plutôt Glissant et la volonté d'embarquer tous les membres fondateurs, d'où qu'ils viennent, et en particulier de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Une autre question? Une autre question? Moi, je trouve que dans l'intitulé Tous Créoles, il y a déjà la réponse à monsieur. J'explique pourquoi. Prenons par exemple le cas de l'UFM. C'est pas l'Union des femmes c'est pas l'Union des femmes martiniquaises. En Martinique, vous n'êtes pas que des Martiniquais. C'est l'Union des femmes de Martinique. Par exemple, moi, ma question, ce serait pourquoi pas Tous Créoles. Bon, Tous Créoles, je préfère ne pas entamer le débat avec vous sur cette question. D'accord? De Martinique, oui. Parce qu'en Martinique, vous en avez un, quand vous avez invité ici, il se pourrait qu'il devienne un Martiniquais. Pourtant, moi je considère que être Martiniquais, ce n'est pas une question de naissance. C'est une question de défense d'intérêt, de principe. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Bon, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les ouvrages, sur l'écho d'avant, Guerrier du temps, ou les échanges qui ont nourri le débat? Sur le temps, sur la projection. J'ai une dernière remarque. J'entends souvent, c'est concernant monsieur, on associe Glissant, Césaire et Fanon. J'en ai déjà suffisamment discuté. Bon, excusez-moi, il y a une grande différence entre Fanon, que ce soit Glissant ou que ce soit Césaire. Ce qui est très important, ils se sont battus avec des mots ou avec un stylo. Fanon s'est battu avec un stylo et avec des balles. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Je peux peut-être même vous raconter une histoire, une rencontre entre Fanon et Césaire. Bon, ça c'est au niveau c'est au niveau familial.
Césaire pas Césaire, parce que c'est Césaire qui a rencontré Fanon. Donc, vous allez raconter dans un grand colloque. Et c'est Fanon. Donc, Césaire est venu près de Fanon. Et Césaire, c'est une histoire vraie. Hein. C'est familial. Césaire a interrogé, bon, je lui ai dit, il est heureux qu'il y ait un grand Martiniquais qui se batte. Fanon lui a demandé, mais pourquoi vous ne venez pas? Césaire a disparu. Ça dit que Césaire a du mérite, c'est vrai. Mais Fanon, il y a eu des balles, c'est pas la même chose. Hein. Et lorsqu'on se bat avec des balles, on a un respect de l'homme qui est différent. Bon. Il y a dans la salle une grande historienne. Est-ce que Elisabeth veut réagir? Est-ce que vous avez une notion, une remarque sur le passé et le futur, qui sont les thèmes des deux ouvrages, en fait, l'impact du futur dans nos sociétés? Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais bon, vous m'y forcez. Elisabeth Landy. Je crois que, de toute façon, nous n'avons aucune question à esquiver. Il faut que nous regardions avec de la force les blessures du passé. Il faut les affronter et il faut les travailler. Il ne suffit pas de les affronter, mais il faut les travailler comme des objets avec méthode, comme des objets d'histoire. Nos pays ont eu des trajectoires particulières qui ne sont pas celles des autres colonies françaises. Elles ont eu notamment à résoudre l'une des contradictions majeures qui n'est toujours pas résolue, c'est comment être universel, comment faire accepter nos différences ou nos identités dans le cadre de la République française. C'est la grande question qui a été posée depuis 1789, en tous les cas que les esclaves ont posée par écrit en 1789, qui n'est toujours pas résolue. Et monsieur disait que c'est pas la même chose. Enfin, il mettait Fanon à part. Je crois en tous les cas que ces trois auteurs qu'il a cités, nous avons intérêt à les considérer comme nos livres de chevet, comme nos boussoles, parce qu'ils nous donnent en tous les cas une direction commune, c'est d'être des hommes qui interrogent. Faites de moi, ô mon corps, un homme qui toujours interroge, et Césaire le dit aussi autrement, et Glissant le dit aussi autrement, et c'est ce qui compte. Et je crois que nous avons à être fiers de ce que nous sommes, fiers d'avoir traversé les siècles et d'avoir jusqu'à aujourd'hui réussi à surmonter toutes les formes de difficultés par des résistances qui sont multiples. Et que ce qui doit aujourd'hui, dans un monde difficile, hein, c'est nous avons à résoudre cette équation. C'est comment être au monde, comment habiter le monde à partir de tout petits pays, et comment résoudre les défis qui nous sont posés sans renier ce que nous sommes, en assumant ce que nous sommes et en assumant la diversité. Donc, c'est par le dialogue, c'est par l'échange, c'est par la connaissance, c'est par la confrontation. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est par la confrontation. Et je crois que l'essentiel, c'est que nous partagions à certains moments que nous fassions des communautés d'émotions. Que ces émotions soient la joie, le plaisir de se retrouver, ou parfois la tristesse, parce qu'il y a des moments difficiles hein, dans l'histoire des pays, mais qu'il y ait une communauté d'émotions. Je pense que c'est ce vers quoi nous pourrions... enfin, c'est l'une des possibilités, et que l'humanisme, c'est ça, c'est d'avoir une communauté, parce que nous sommes un laboratoire. Enfin, franchement, les Amériques, c'est quand même assez extraordinaire, comme c'est inédit, c'était impensable. Hein? Ce que nous sommes aujourd'hui, bon, ben,
voilà, nous sommes partis de loin, si je puis dire. Donc, cette communauté d'émotions, moi, je l'appelle de mes voeux. Alors, pour rebondir sur ce que disait Guy, Flandrina, tous créoles, tous martiniquais, avec les explications que vous avez données, il faudra à un moment donné que nous soyons tous unis, en tous les cas. Parce que nous avons à affronter des choses qui nous dépassent et qui sont beaucoup plus fortes que nous. Et chacun de son côté, on ne va pas y arriver. Voilà ce que je crois rapidement. Vous m'avez interpellé. Bon, je n'ai pas... Voilà. Merci Elisabeth. Alors, j'ai bien fait de te passer la parole, finalement. Et je vous invite tous à continuer les échanges avec les auteurs. Elisabeth, sur son stand, avec l'ouvrage qu'elle a sorti cette année sur l'architecture de Fort-de-France, avec la lecture architecturale de Césaire, Anti-Pom-Pom à Fort-de-France, à Foyal. Ainsi que les autres auteurs dans la salle aussi qui ont chacun leur stand, et évidemment Emmanuel et Serge sur leur stand pour continuer les échanges et les dédicaces. Un mot de la fin, messieurs. Oui, pour dire que j'ai parlé de Glissant, Fanon et Césaire pour parler de la communauté de vie sur l'identité. C'est tout. Maintenant, celui-là avait un fusil et puis l'autre un stylo. Bon, c'est la vie, bon, c'est tout. Mais je pourrais rajouter, concernant ces trois grands, que je n'ai jamais vu dans leurs écrits, comme j'ai écrit, une once de violence, un gramme de ségrégation, une pincée de racisme, voire un chouïa de discrimination. Et j'ajoute, mais peut-être ai-je mal lu. Mais bon, parce que j'ai pas tout lu. Mais juste pour terminer, puisque tu me dis un mot de terminer, la fin. Non, il y a Emmanuel qui dira un mot de la fin aussi. C'est lui qui dira. Moi, je Mais dis vas-y. l'avant-dernier. Je suis simplement martiniquais. Même si on est sous les guerriers du temps, mais j'insiste, je suis simplement martiniquais. C'est une identité qui est complète. Je l'ai dit, je le répète. Et cette identité contient mes blessures, mes langues. Vous savez, j'ai dit mes langues, mes luttes, mes rêves. Et je n'ai pas besoin, je n'ai absolument pas besoin d'être défini par l'Afrique, par la France, par l'histoire des autres. L'histoire des autres. J'en ai pas besoin parce que mon île parle pour moi et moi, je parle à partir de mon île parce que je suis simplement martiniquais et puis je vous le dis, qui m'a foutié ça. Merci Serge. Emmanuel, un mot de la fin. Oui, le mot de la fin, bon, je ne vais pas ouvrir le débat sur l'identité parce que c'est un vaste débat. Tu connais ma position là-dessus. Moi, je suis toujours très réservé quand on me parle d'identité parce que l'identité pourrait, si on l'interprète mal, se résumer à une carte d'identité avec 4 bords dans lequel on s'enferme. Et cet enfermement identitaire est pour moi un risque duquel il faut sortir, et ça rejoint ce que dit Elisabeth Landy. Et c'est pour ça que je préfère le concept de personnalité, alors une personnalité martiniquaise qui nous ouvre toutes les possibilités, qui embarque nos racines, mais qui nous ouvre dans toutes les possibilités, parce qu'avant tout, nous sommes des individus avec des capacités de décision, de choix. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se laisser dicter non plus par notre passé. Il faut se rappeler qu'on a cette capacité de décider les choses. Et ça, c'est notre liberté. Elle est profonde, elle est essentielle. Et c'est pour ça que j'ai écrit Ubuntu. Ubuntu, qui est un concept bantou d'Afrique du Sud, qui signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que tu es ». Et donc, ça rejoint l'identité relation qu'avait évoqué Édouard Glissant. J'aurais préféré qu'il ait parlé de personnalité-relation, ça aurait été encore plus juste à mon sens. Mais voilà ce que je crois. Et puis le mot de la fin pour d'abord remercier l'association Tous Créoles d'avoir organisé ce très très beau salon. Remercier la Fondation Clément, Bernard, merci vraiment de ton accueil. Et tous ceux qui ont œuvré à ces belles rencontres. Moi, depuis 2 jours, je suis ravi des échanges que j'ai. Et Claire, qui est la cheville ouvrière, avec Catherine, Marceline, qui est pas très loin, et Dorothée et Marilyn, qui mérite vraiment nos applaudissements nourris. Merci à vous tous.